Mais d'abord, parlons de cet état de grâce de Valérie Pécresse dans tous les sondages publiés cette semaine. Le dernier en date, une étude BVA pour RTL et Orange, l'a fait même progresser de 8 points et la place une nouvelle fois au second tour face à Emmanuel Macron. Cette forte hausse dans les sondages, certains en doutent. Nivine Potros, je pense à Jean-Luc Mélenchon qui parle de gaz hilarant chez le sondeur Elab et qui doute qu'elle puisse avoir gagné l'équivalent de 4 millions de voix en quelques jours, dont 2 millions à droite. Vrai ou faux, Nivine? Alors, ce qui est indéniable, c'est que Valérie Pécresse fait effectivement une percée spectaculaire dans les sondages, notamment dans le sondage d'Elab dont parle Jean-Luc Mélenchon. Elle gagne des voix, mais pas forcément à gauche, comme le dit le candidat à la France insoumise. Selon le sondage Elab, elle gagne 650 000 voix chez les électeurs de gauche et non pas 2 millions. En fait, 8% des personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 se disent prêts à glisser un bulletin à Valérie Pécresse dans l'urne. 4% des électeurs de Benoît Hamon. Valérie Pécresse, elle a principalement gagné des voix chez les anciens électeurs de François Fillon et chez les anciens électeurs d'Emmanuel Macron, au détriment de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, plutôt qu'à la gauche. Et en fait, si Valérie Pécresse, elle gagne des points dans les sondages de manière si spectaculaire, c'est grâce à la remobilisation des électeurs de droite qui sont désormais réunis autour de sa candidature. Et puis cette remontada, elle s'explique aussi par la volatilité des intentions de vote. En fait, beaucoup d'électeurs n'ont pas forcément de préférence partisane. La médiatisation de Valérie Pécresse ces dernières semaines a peut-être convaincu les indécis. Donc Jean-Luc Mélenchon a un peu mal lu ce sondage. Est-ce qu'il faut le croire pour autant à 100% ce sondage? Bien non, parce que ça reste un sondage, évidemment, ça reste une photographie à un instant T. Il reste 4 mois avant l'élection présidentielle et toujours selon ce sondage, seulement 57% des personnes interrogées se disent certaines d'aller voter. Dans le passé, on a également vu qu'il y avait des percées dans les sondages juste après une primaire. C'est ce qui s'était passé, par exemple, pour Benoît Hamon en 2017. Il avait grimpé dans les sondages avant progressivement de redescendre. Il faut donc rester prudent sur cette percée, mais c'est vrai qu'il n'y a pas qu'Elab qui est du même avis. Tous les instituts de sondage sont unanimes. Valérie Pécresse a marqué des points ces dernières semaines, plus 8 points selon le sondage BVA que vous évoquiez, plus 7 points pour IFOP, plus 3 points pour le sondage d'Harris Interactive, plus 4 à 6 points selon celui d'Ipsos. Merci beaucoup, Nivine Potros. C'est vrai qu'il faut être très prudent dans les sondages, même si on les regarde attentivement comme Nivine pour démonter les envolées lyriques de certains rivaux de Valérie Pécresse. On a vu des envolées suite à la primaire de Benoît Hamon, de François Fillon. Donc il faut toujours être très très prudent à 4 mois d'une élection. Bon, la prudence a toujours été de mise concernant mes amis sondeurs, ils le savent très bien depuis des années. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est une photographie à l'instant T. Mais vous savez, une présidentielle se joue sur un critère qui est quasiment impossible à deviner et à repérer et à mesurer avec les sondages tels qu'ils sont faits aujourd'hui, ce sont les émotions, le côté émotionnel. Un vrai choix pour une présidentielle, c'est toujours fait sur un choix émotionnel. Et on le voit pourquoi tout ce qui est prédit à l'avance, quoi qu'il arrive, prend le mur. Il y a des tendances, il y a des montées, comme on le dit, mais il y a aussi des retombées. François Hollande, Nicolas Sarkozy, c'était un choix émotionnel. Mais évidemment, en 2007, il a été élu depuis 2004, Nicolas Sarkozy, on le savait. Il avait pris l'émotion des gens, il vibrait, il était en 2007, résonance. Là, je vous parlais de 2012 avec François Hollande. Attendez, moi, je parle de celle que j'ai connue. Je suis désolé, moi, je me suis arrêté en 2007. Oui, mais je vous parle de ce que je connais, puisque je travaille justement sur cette résonance émotionnelle entre un peuple et un candidat potentiel. Mais rappelez-vous, quand il était ministre de l'Intérieur, on l'appelait le premier des ministres. Il était déjà présidentiable 3 ans avant l'élection, c'était une évidence. François Hollande a joué d'ailleurs le jeu en 2012. Comment il l'a fait? En se positionnant comme l'anti-Sarko. Oui. Et l'anti-Sarko a réussi à faire de lui émotionnellement le candidat qui allait, dans la tête de ceux qui ne pouvaient plus supporter Nicolas Sarkozy, le remplacer sans projet, puisque les 75% improvisés sur le plateau de télé, alors qu'on sait très bien que toute son équipe n'était pas au courant, on montre à quel point on est dans l'émotionnel. Vous parlez de la taxation pour les plus riches. On va retrouver Fabienne Keller, qui est toujours avec nous, qui est très patiente. Merci, Madame Keller, d'avoir été aussi patiente. Mais on aime beaucoup parler sur ce plateau, comme vous pouvez le constater. Pour vous, Valérie Pécresse, c'est une comète. Elle a réussi son entrée en campagne. Ça mue
en candidate de droite ou c'est une étoile filante? C'est un peu ce que l'on a vu, par exemple, pour prendre un exemple récent, avec Éric Zemmour au mois de septembre-octobre, qui s'est envolé dans les sondages et qui depuis stagne ou baisse. Alors, Valérie Pécresse est une femme politique expérimentée. Elle a déjà passé l'épreuve de plusieurs scrutins. Mais pour tout vous dire, moi qui la connaissais bien tant que j'étais chez LR, je la connais plus très bien parce que je ne l'ai pas toujours reconnue dans ses postures pendant la primaire. Elle s'est vraiment durcie, elle s'est droitisée, elle a abandonné LR en 2019, je crois, pour y revenir et essayer de séduire sa base. On ne sait plus très bien quel est son positionnement de fond, qui elle est. On parlait d'émotion, c'est très important dans une campagne importante comme ça de connaître la personne vraiment. Et puis il y a ces 4 quarts dont elle parle elle-même. Elle va devoir se réconcilier avec les 3 quarts qui n'ont pas voté pour elle. Apparemment, ça a été fait cette semaine. Elle s'est rendue chez Éric Ciotti, chez Michel Barnier. Aujourd'hui, elle est avec Xavier Bertrand et elle a vu aussi Philippe Juvin d'ailleurs. Et dans les 3 cas, ça s'est bien passé. Bien sûr, elle sait parfaitement qu'on est dans un monde de communication, donc elle nous propose des images. Qu'en est-il au fond ? On a vu que Éric Ciotti créait son propre parti pour pouvoir faire dissidence, justement. Et je ne doute pas que les 2 autres candidats aient conduit. Fabienne Keller, pourquoi vous dites que c'est pour faire personnelle. dissidence qu'il crée son propre parti? Vous voyez bien, autour de Emmanuel Macron, il y a tout un mouvement qui s'est créé avec Édouard Philippe qui crée son parti, mais tout ça dans une maison commune. Pourquoi ce qui est possible en Macronie n'est pas possible à droite, selon vous? Parce qu'il y a une différence fondamentale. C'est que les structures créées dans le giron de la majorité présidentielle affirment très clairement, très naturellement leur soutien au président de la République, Emmanuel Macron. Ce n'est pas du tout le cas d'Éric Ciotti. Mais si, il a dit qu'il soutenait la candidate de la droite à la présidentielle. Oui, mais plus il est obligé de le dire, plus vous pouvez le lire à l'envers. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment acquis. Et en se créant un bastion, il se donne la possibilité, il exerce une menace, une pression permanente en fait. C'est ce qu'il va faire, il va instrumentaliser ce parti pour exercer une pression permanente sur le programme de Valérie Pécresse. Rappelez-vous qu'entre Macron et Zemmour, il a dit qu'il voterait Zemmour. C'est une ligne extrêmement dure qui est celle d'Éric Ciotti. Donc comment tout ça va vivre pendant la campagne? Il en est de même dans une moindre mesure, mais avec Michel Barnier qui ne partage pas tous les fondamentaux avec Valérie Pécresse. Comment est-ce que pendant la campagne tout ça va vivre? Au gré, alors quand tout va bien, on se retrouve assez facilement, mais au gré des coups de mou, des creux que Valérie connaîtra forcément, parce que c'est la réalité d'une campagne électorale, nous le verrons. Ce qui est sûr, c'est que le plus dur commence. Vous restez avec nous, Fabienne Keller. Dans un instant, on va aussi se demander si c'est l'adversaire le plus dangereux pour Emmanuel Macron. Mais d'abord,